Allô Internet! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une disparition américaine assez mystérieuse. Moi, je dis tout le temps ça, là, mais celle-là, ça l'est pour de vrai. C'est un special request d'une amie à moi, Jade. Allô, Jade! Hey. OK. C'était bizarre, ça. Et elle me dit « Ah, il y a vraiment rien en français, tu peux-tu faire une vidéo là-dessus? » J'ai jeté un coup d'œil et ça m'a tout de suite intriguée. Fait que, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. This is not a test. Donc, l'histoire prend place le 28 janvier 2017 à Glendale, en Californie, à quelques kilomètres de LA. Nous avons une Coréenne américaine de 20 ans qui disparaît de manière très étrange. Écoutez bien ça. Donc, on n'a pas beaucoup de détails sur la disparition de Ellen Park, mais je vais vous dire tout ce qu'on sait. Ellen Park, c'est une jeune femme de 20 ans qui vient de La Crescenta, en Californie. C'est une artiste, une future actrice, c'est ce qu'elle souhaite faire. Elle étudie à l'université, elle est très bonne en danse comme en chant. C'est vraiment une artiste, là, puis si elle veut être actrice, il faut qu'elle touche à tout au niveau des arts de la scène. Elle est en couple avec un jeune homme depuis environ 2016, donc ça fait à peu près 1 an qu'ils sont ensemble, mais c'est une relation on and off, comme à peu près toutes les relations de cet âge-là. Bon, pas toutes, mais la plupart des relations de cet âge-là, c'est parfois c'est sérieux, parfois non. Eux, c'est on and off. Parfois, ils sont ensemble, ils se laissent, ils reviennent ensemble. Et le père de ce jeune homme-là est un homme d'affaires très, très puissant de Hollywood. Le nom du jeune homme n'est pas mentionné dans les médias, sûrement parce qu'il a 20 ans, fait qu'au niveau de la loi, je pense qu'il n'est pas légal. Puis c'est pas un suspect, fait que son nom n'est pas dans les médias, mais j'ai trouvé son nom là, assez facilement dans les commentaires. Je le dirai pas, parce que je veux pas m'attirer de problème, malgré que je suis pas si importante que ça. Je le dirai pas, mais je le sais. Je suis une bonne enquêtrice. Non, c'est pas vrai, mais je le dirai pas, fait qu'on va dire juste le petit ami de Ellen. Donc, Ellen vit avec sa mère et lui, il vit avec ses parents, comme tout jeune étudiant dans la vingtaine. Et lui, il a quand même pas mal d'argent. Il vit à Calabasas dans une gated community. C'est comme un genre de quartier clôturé avec un gardien de sécurité. C'est assez commun des quartiers comme ça en Californie. Le 27 janvier, en soirée, Ellen et son petit ami ont passé la soirée ensemble. Elle est arrivée chez lui à 20h. Ils ont juste comme flâné ensemble et ils ont décidé d'aller voir un film ensemble à 22h45. Donc, ils sont partis de la maison du petit ami à 22h30. On les voit sur la caméra de surveillance de la maison qui partent en Uber à 22h30 et ils se dirigent vers le cinéma. Après le film, soit à 1h30 du matin, ils rentrent à la maison du petit ami pour y passer la nuit. Ils rentrent en Uber, on les voit les deux sur la caméra de surveillance. Il n'y a rien d'anormal à déclarer, même que le chauffeur Uber a été interrogé et il dit que tout semblait normal, il était plutôt heureux, là, rien de bizarre en fait. Et c'est vraiment à partir de là que tout se gâte, que tout devient bizarre. Selon le petit ami de Ellen, à 4h du matin, Ellen s'est réveillée en crise de panique. Et selon lui, comment il décrit ça, Ellen s'est mise à danser et à chanter. Je sais pas pour vous, moi, j'ai jamais fait de crise de panique, mais j'imagine que vous connaissez quelqu'un qui en a déjà fait ou vous-même, vous en avez déjà fait. Je sais pas comment ça se passe de votre côté, mais des crises de panique, j'ai jamais vu quelqu'un qui se met à danser et à chanter. Bon, peut-être que pour Ellen, c'était différent. Peut-être aussi que c'était pas une crise de panique, mais c'est ce que le petit ami a dit, qu'elle s'est mise à danser et à chanter dans la chambre à 4h du matin. Ce qui est bizarre ici aussi, c'est que Ellen n'avait jamais fait de crise de panique auparavant, de ce qu'on sait. Mais Ellen vivait avec sa mère. Fait que si elle en avait fait auparavant, ses amis, son petit ami, sa mère, sa famille le sauraient. Mais en même temps, ça prend une première fois à tout. Dans la vingtaine, c'est un bon moment pour commencer. Bon, pas un bon moment, mais c'est à peu près l'âge pour commencer des crises de panique, surtout si elle est étudiante. Bon.
Fait qu'à 4 heures du matin, Elaine se réveille, elle fait une crise de panique et c'est juste à 6 heures du matin qu'elle décide de quitter la maison de son petit ami. Et dans l'entrevue que j'ai écoutée, le détective privé dit qu'elle a quitté la maison soudainement et que le petit ami lui disait non, reste, et elle voulait quitter sans donner d'explication vraiment. Et moi, je trouve pas ça vraiment soudain si à 4 heures du matin, elle s'est réveillée puis elle est partie 2 heures après. C'est loin d'être soudain. Ça laisse quand même 2 heures de crise de panique. Mais bon, elle quitte la maison et on la voit sur les caméras de surveillance qu'elle quitte seule. On voit pas du tout le petit ami de Elaine qui la suit. Et sur les caméras de surveillance, on la voit marcher plutôt normalement. Alors que lui, il dit elle dansait et chantait, mais on la voit pas en train de danser et chanter. Elle prend sa voiture et elle quitte les lieux. On voit sur la caméra de surveillance aussi que c'est sa voiture à elle. La vidéo de la caméra de surveillance a été analysée par les experts et c'est bel et bien sa plaque à elle. Et la vidéo de la caméra de surveillance a été analysée de fond en comble et à aucun moment son petit ami la suit par après. Donc c'est très important de dire ça. Donc on est rendu le matin du 28 janvier et après ça, Elaine disparaît. Au courant de la journée, la mère de Elaine essaie de l'appeler sur son téléphone cellulaire. Il n'y a pas de réponse. Mais en fait, c'est un peu bizarre. Elle l'appelle, parfois ça sonne, et c'est comme si quelqu'un raccrochait. Il y a quelques sonneries, ça raccroche, et parfois ça tombe directement sur la boîte vocale. Fait que ça change un petit peu. Et ce qui inquiète surtout sa mère, c'est que Elaine n'est pas du tout active sur les médias sociaux pendant plusieurs jours. Normalement, elle est plutôt active sur Twitter, surtout Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat. Bon, vous savez, une jeune fille de 20 ans, comme n'importe qui, on est tous très actifs sur les médias sociaux. Bon, pas tous, mais la plupart des personnes dans la jeune vingtaine, on est actifs. Mais là, ça fait plusieurs heures, voire plusieurs jours que Elaine est genre MIA. Elle est indisponible, elle n'est pas sur les médias sociaux. Ça l'inquiète beaucoup. Donc, le 31 janvier, la mère de Elaine va signaler sa disparition au poste de police et c'est là que les recherches commencent. Donc, bien sûr, au départ, comme son petit ami a été la dernière personne à l'avoir vu et c'est son petit ami, on l'interroge, on fouille même sa maison et on trouve rien. Il collabore beaucoup avec la police, il aide la police, il aide la famille, donc il est éliminé comme suspect assez rapidement. On le voit sur les caméras de surveillance qu'il la suit pas, il est resté à la maison. On voit pas pourquoi il pourrait être considéré comme un suspect. Il n'y a pas vraiment de motif non plus, ils se sont pas disputés, bon, pas à ce qu'on sache. Ouais. Mais le seul truc qui est assez inquiétant là-dedans, c'est que à aucun moment, puis là, je le dis avec recul, à aucun moment, le petit ami de Elaine il a publié d'affiche de disparition de Elaine. C'est sa petite amie, là, quand même, là, qui disparaît. À aucun moment, il a partagé son affiche de disparition. Et quelques mois plus tard, il y avait une photo de profil en couple avec une nouvelle petite amie asiatique. Donc, et lui, c'est pas un asiatique. Fait que peut-être qu'il aimait les femmes asiatiques. C'est comme... Ouais, je sais pas comment dire ça, là. En tout cas, fait que c'est comme si elle l'avait comme remplacé assez rapidement. Bref, je veux pas dire quoi que ce soit, je veux pas insinuer quoi que ce soit non plus. C'est juste bizarre quand ta petite amie disparaît, de pas partager son affiche de disparition et ta remplace rapidement comme ça. C'est un peu louche. Ça veut pas dire qu'elle était coupable, c'est juste de mauvais goût, selon moi. C'est finalement le 5 février 2017 qu'on a du développement dans l'affaire. Le téléphone de Elaine, il ping, il émet des signaux à Malibu. Malibu, c'est à environ une trentaine de minutes de voiture de la maison de son petit ami. Donc là, les policiers se rendent directement à Malibu pour voir qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi son téléphone est retrouvé à Malibu. Et c'est là qu'on retrouve la voiture de Elaine. Et là, l'état de sa voiture est assez étrange. On la retrouve stationnée sur le bord de la route avec les clés dans le contact, mais l'auto n'est pas démarrée ni éteinte. Elle est comme au milieu, comme quand tu veux juste mettre la radio dans ta voiture. Fait que, tu sais, le mode comme électrique, je sais pas comment dire ça, mais bien sûr, bon, la batterie est maintenant à terre parce qu'on est plusieurs jours après sa disparition. Ensuite, du côté passager, il y a son ordinateur et son téléphone cellulaire, mais c'est comme s'il avait été placé de manière comme très bien alignée, comme placé, là, on dit un peu comme stagé, comme très beau. C'est vraiment bizarre. Comme si tout ça avait été orchestré.
Et sur le siège arrière de la voiture, son argent avait comme été étalé. Encore là, il y a comme une genre d'orchestration de sa disparition. Fait que c'est ça qui est très étrange. Tout ça est disposé de manière comme parfaite. La voiture a été analysée, la voiture fonctionne très bien. Donc, c'est pas comme si Elaine s'était rangée sur le bord de la route parce que sa voiture fonctionnait plus. Pas du tout. On n'a pas trouvé de traces de sang dans la voiture non plus, pas de traces de débat, de violence, d'entrée par effraction. Tout semble fonctionner dans la voiture. C'est aussi étrange qu'on retrouve la voiture de Elaine à Malibu parce que c'est pas un endroit qu'elle avait l'habitude d'aller. En fait, personne de sa famille ou de ses amis disent qu'elle avait déjà vu Elaine à cet endroit-là. Elaine ne fréquentait pas Malibu et sa voiture a été retrouvée pas très loin de Coral Canyon Beach. Donc on s'est dit, bon, peut-être qu'elle voulait aller à la plage. On va y revenir plus tard aux hypothèses. Mais c'est l'endroit qu'on a retrouvé son auto. Donc dès qu'on retrouve sa voiture, des recherches intenses du secteur commencent. On cherche l'océan, la plage et même les canyons pas loin. Malheureusement, on trouve rien. On a même fait venir des chiens pisteurs, des chiens qui reniflent l'odeur de cadavres et ils sentaient rien. C'est comme s'ils tournaient en rond. Donc vraiment, les recherches n'ont mené à rien et on les a arrêtés après 3 jours, ce que je trouve plutôt rapide, là, 3 jours. Mais si les policiers croyaient qu'ils avaient fait le tour, bon, j'imagine qu'ils pensaient avoir tout fouillé. Donc maintenant, quelles sont les pistes qui s'offrent à nous? Les enquêteurs les ont vraiment épluchées une par une, parce que là, ça pourrait ressembler à un suicide, vu son état mental altéré avant sa disparition. Et là, on retrouve sa voiture à côté de la mer. Donc, une attaque de panique, elle stationne sa voiture et elle disparaît. Est-ce qu'elle aurait pu s'enlever la vie dans l'eau? Les policiers y pensent, mais tu sais, est-ce que attaque de panique mène à suicide automatiquement? It's a stretch, là, tu sais, peut-être pas, là. En interrogeant la famille de Elaine, ils disent qu'elle n'est pas vraiment c'est pas une fille dépressive. Elle a eu un épisode de dépression dans le passé quand ses parents se sont divorcés, mais elle s'en était super bien sortie, puis après ça, c'était pas revenu. Et elle n'a jamais montré de signes de dépression ou de signes précurseurs là, de suicide. T'sais, on peut pas juste dire « Ah, elle s'est suicidée juste parce qu'on a retrouvé sa voiture sur le bord de la plage. » On peut pas juste balancer cette théorie comme ça. Fait que... non, c'est pas vraiment... En fait, c'est pas du tout une hypothèse. Elle était super heureuse. C'était une fille qui avait une grande joie de vivre. Donc, on peut éliminer cette piste et en fait, les enquêteurs l'ont éliminée assez vite. Ensuite, il y a eu la thèse de la fugue ou de la mise en scène de la disparition, comme si elle avait orchestré sa disparition pour refaire sa vie ailleurs. C'est sûr que ça peut y ressembler avec comment elle avait tout mis les choses dans sa voiture. Oui, mais en fait, encore là... Elaine n'avait pas vraiment les moyens de refaire sa vie ailleurs et elle n'avait pas vraiment non plus de raison de quitter sa vie actuelle. Tu sais, pourquoi elle aurait fait ça? On le sait pas non plus. Donc, cette piste a aussi été éliminée. Ce que j'aime, tu sais, parce qu'on a toujours des suppositions comme ça un peu douteuses, mais là, les enquêteurs ont juste dit, ben ça non, ça non, ça non. Il reste la thèse criminelle, qui est la thèse privilégiée des enquêteurs. 2 options ici. Est-ce que Elaine se serait stationnée pour aller marcher toute seule sur le bord de la mer? Peut-être, mais elle n'aurait pas laissé ses clés dans le contact. Elle vit en Californie, là, elle sait que ça serait pas prudent. Bon, il était quand même 6 heures du matin, mais toute jeune fille de 20 ans sait que tu laisses pas ton téléphone dans la voiture. Elle aurait sûrement amené son téléphone pour genre faire 1 ou 2 stories. Ou pas, là. Peut-être que... Ben, elle était très social media, elle. Mais non, c'est sûr qu'elle aurait amené son téléphone ou... Elle aurait verrouillé les portes de sa voiture, ça c'est sûr. Donc cette théorie que, admettons, elle aurait laissé son téléphone dans l'auto... Elle sort prendre une marche sur le bord de la mer et rencontre quelqu'un qui lui veut du mal. C'est une hypothèse, oui, ou quelqu'un l'aurait forcé à se ranger sur le bord de la route et rendu là, quelqu'un l'aurait tué ou quelque chose comme ça. Ça peut être une autre piste, mais c'est sûr que la piste du meurtre, l'hypothèse du meurtre, c'est vraiment la plus probable, malheureusement, dans ce cas-ci. Mais c'est tellement mystérieux, tu sais, pourquoi sa voiture a été retrouvée comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on l'a vu carrément quitter la maison de son petit ami. Plusieurs internautes que j'ai lus dans les commentaires, puis plusieurs personnes parlent du trafic humain.
Puis c'est vraiment la cible parfaite parce que c'est une belle fille dans la vingtaine, elle savait danser. Elle sortait avec quelqu'un dont son père était riche, là, je veux vraiment pas, là, tu sais, amener des suppositions envers son petit ami, mais tu sais, je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas assez enquêté sur le gars. Ouais, trafic humain, peut-être qu'elle est encore en vie à quelque part. Elle a juste été enlevée, tu sais, rapidement. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose ce soir-là, ce matin-là plutôt. Puis ça se peut qu'on la retrouve vivante, là, ça se peut. Ou pas. Mais c'est super intriguant, cette disparition-là. Je sais que la vidéo est pas très longue, mais je voulais vraiment vous en parler de cette affaire-là. Il y a présentement une récompense de 500 000 $, un demi-million de dollars pour toute information nous permettant de retrouver Ellen Park. Et il y a même une page Facebook dédiée à la disparition de Ellen Park. Vous pouvez aller lui donner un petit like. Fait que sinon, ben écoutez, c'était la vidéo de cette semaine. J'espère que vous avez aimé. C'est assez intriguant. Ça me rappelle un petit peu l'histoire de Maura Murray, pour ne pas la nommer, ou Steven Koecher, tu sais, des affaires qu'on retrouve la voiture, ou même Brianna Maitland, la grosse mise en scène de la voiture, là, d'une manière étrange. En tout cas, fait que c'était Victoria Charlton. N'oubliez surtout pas de garder l'œil ouvert. Over and out.